Retrouvez Tant qu'il y aura des gones avec le Garage Fournier, votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% foot, 100% Olympique Lyonnais. Bonjour. Bien, hein. Bien. Voilà, tant qu'il y aura des gones, c'est 40 minutes sur le foot à Lyon. Le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est sur la chaîne 30 TLM et sur le site olympiquelyonnais.com. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Razik Brick. Bonjour à tous. Quelle ambiance ici sur place. C'est le feu. Et Toutes les semaines, il y a de plus en plus de monde. Vous avez vu, on va refuser à force. Hein, ça va être top. Bon, tout ça pourquoi ? Parce que forcément, il y a Nicolas Puytebois avec nous. Nicolas, bonjour. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous recevons non pas un footballeur, mais un tennisman, mais supporter de foot. Lionel Roux. Bonjour Michel, bonjour à tous. Lionel, Lyonnais, bien sûr. Oui, évidemment. Donc le cœur à l'Olympique Lyonnais. Complètement, depuis très longtemps. Bon, alors ça, on peut vous recevoir. C'est pour ça qu'on l'a invité. Bah, attends. Parce qu'ici, on est vachement... on est hyper open, mais on aime bien l'OL, en fait. Que l'OL. Hein. On reste chaud. Ouais, c'est vrai, c'est voilà. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? C'était sympa comme week-end. Ah oui, quel match. Hein. On a pris du plaisir devant notre écran, ou pour ceux qui sont déplacés au Stadium pour ce match face à Toulouse. Quel plaisir de voir justement du foot, du jeu. Et cette victoire, parce que l'OL était quand même mené, il y avait un sacré scénario à mener 1-0, après égalisation, après l'OL prend l'avantage 2-1, égalisation 2-2, et après 3-2, victoire 3-2 au Stadium, il fallait les 3 points, du jeu, de la manière, du spectacle. Oui, on a vraiment pris du plaisir. C'est la fin de match qui est palpitante en fait, et c'est comme ça qu'on aime le foot. Il y a du suspense, il y a un peu de stress, on se dit qu'on va perdre, du coup on gagne, enfin, c'est vachement voilà, c'est digne d'un bon scénario de film, donc c'était vraiment sympa en effet. En plus, on n'a pas l'habitude en Ligue 1, donc c'est pour ça qu'on est... On voit des buts, on voit du suspense. Des guerriers. Un état d'esprit encore et toujours cher à mes valeurs. Non, ils font plaisir du coup, parce que ce genre de match, il n'y a pas si longtemps, on l'aurait perdu, ou en tout cas on l'aurait peut-être pas gagné. Donc voilà, aujourd'hui ils ont des tripes, ils ont de l'orgueil et c'est plutôt bien. C'est bien, on a pu poser le cerveau devant la télé. Hein, Lionel, vous avez suivi le match ? Oui, bien sûr. Avec les enfants, j'ai trouvé ça intéressant. Bien sûr, beaucoup d'engagement aussi de la part des deux équipes, parce qu'il faut aussi souligner que Toulouse essaye de se sauver, et ça fait 2-3 matchs qui jouent très très bien. Ils n'ont pas de chance, pas de réussite, mais il fallait pour l'Olympique Lyonnais aller chercher, comme vous l'avez dit, ces 3 points. Ça a été dans la douleur, mais ça nous permet aussi de respirer, surtout par rapport aux résultats des autres équipes sur l'ensemble du week-end. Ils ont gagné au tie-break, donc on va dire. Ouais, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Bon, alors gagne l'Olympique Lyonnais, donc on va voir le 11 de départ. Le 11 de départ qui était... ça a fait jaser. Hein. Ce 11 de départ a fait jaser, surtout la présence de Ferry, beaucoup de pros, Sergi Darder. On râlait sur les réseaux sociaux, alors qu'on peut comprendre finalement le choix, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre, mais on peut comprendre aussi le choix de muscler le milieu de terrain face à cette équipe toulousaine. Voilà, il y avait ce débat par rapport à Ferry, Clément Grenier toujours sur le banc, la présence de Morel aussi, hein, forcément Morel, on le sait, il est meilleur dans la défense centrale, on ne cesse de le répéter ici sur ce plateau, et on n'est pas les seuls, on préfère voir Jérémy Morel dans l'axe que sur le côté, on l'a encore vu par rapport à sa prestation, mais voilà, après il n'y a pas non plus de grande surprise, je ne sais pas Nico ce que tu en penses. Non, pas de grande surprise en effet, le choix de Ferry plutôt que Darder. On sait que les Toulousains ont fait, et en plus ils l'ont fait, un très gros pressing, donc il fallait muscler le milieu de terrain, c'est ce qui a été fait. C'est vrai que s'il y a eu un beau match aussi, c'est parce qu'il y avait un bel adversaire, qui avait des belles valeurs et surtout des belles ambitions. On a réussi à les éteindre. Je préfère moi aussi Bédimo sur le côté, parce qu'il nous apporte offensivement, et d'ailleurs on a vu que suite à sa rentrée en seconde mi-temps, c'est là que ça a débloqué les situations en fait. Il a un apport offensif qui est indéniable et qui fait la différence. Donc voilà, c'est pour ça que je le préfère à Jérémy Morel. Mais Ferry, tout le monde, il a quand même fait une passe décisive magnifique. Non, mais parce que c'est un joueur de l'ombre, c'est pas un joueur qui se met en avant. Oui, mais malheureusement... elle était belle cette passe. Moi, pourtant, je suis efficace d'ailleurs. En plus, vous savez très bien, moi j'ai toujours défendu Sergi Darder. Footballistiquement parlant, j'adore ce type de joueur. On avait dit, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai qu'il peut le foot dans le sens où on sent que voilà, dès qu'il a le ballon, dans sa prise de balle, dans sa façon de jouer techniquement, etc., il est doué, ce joueur. Mais Jordan Ferry, on ne peut pas lui cracher dessus comme ça. Et c'est vrai qu'il a un peu ce côté d'élite sale gueule, le côté un peu le gros Ferry, etc. Il ne sert à rien, il n'est pas bon, etc. Alors que dans l'équipe, il apporte à l'équipe, et on l'a encore vu, il était en plus efficace avec cette passe auteur de cette passe décisive, et une touche de balle. Donc je trouve que c'est un peu un délit
sa gueule encore une fois, c'est un peu c'est très sévère en fait. Je trouve que c'est très sévère à l'égard de Jordan Ferry. Mais bon. Et à l'égard de Bruno Genesio, parce que là, depuis qu'il est arrivé, il fait quand même pas que des mauvais choix. Hein. Il fait les bons choix. Alors peut-être pas au départ, mais après le coaching au cours du match, je pense qu'il sent bien les choses et il s'en sort plutôt bien. Oui. Lionel ? Moi j'aime bien Jordan Ferry, je trouve que c'est un joueur de l'ombre et qui ratisse énormément de ballons, qui sent bien le jeu. Oui, il en faut. Il en faut. Et puis voilà, la passe un petit peu aveugle même qu'il fait comme ça en se retournant une touche de balle, il sent tout de suite que la Casette il va partir. Donc il y a aussi entre eux une connexion qui est importante. Après c'est vrai que Darder, il est un petit peu plus technique, un peu plus créatif quand il tourne sur lui-même, qu'il arrive à éliminer des adversaires comme ça juste en de simples mouvements mais qui sont super efficaces. Mais c'est bien aussi de temps en temps de revoir comme ça Ferry jouer. On avait vu que Darder prenait un petit peu l'ascendant sur lui, mais c'est un joueur que j'apprécie. En plus, c'est un vrai gone. Après, Lionel a raison. Il y a des connexions, il y a des affinités dans un vestiaire. Et aujourd'hui, on sait que Ferry est très bien, est très proche de la Casette, est très proche de Mtiti. Donc, dans ces moments-là, dans le Money Time, on a besoin d'avoir une équipe soudée et solidaire. Et c'est ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui. Donc, au-delà de ses qualités footballistiques, il y a aussi tout un état d'esprit. Il y a aussi les connexions et les automatismes, exactement, c'est mon cher. D'ailleurs, Jordan Ferry nous fait une déclaration. Ça fait 10 ans qu'on n'avait pas gagné à Toulouse, donc c'est une grande fierté. On veut tous cette deuxième place. Ce qui nous amène à regarder le classement. Le classement, oh là là. Regardez, on est deuxième, 59 points. On est très loin devant Monaco, au goal average, parce que sinon on est pile à 59 chacun. Ouais, mais surtout, il y a derrière, on voit notamment nos amis stéphanois qui sont 5e avec 57 points. Et Nice aussi derrière qui est toujours là. Non, mais c'est vrai qu'on se dit, attention, on le dit jusqu'à la fin. Ça s'appelle le sprint final. Jusqu'à la fin, ça va jouer vraiment au dernier match en fait. L'OL fera quoi qu'il arrive une Coupe d'Europe par rapport à ses poursuivants. Lille est un peu loin. Donc, même si notre objectif c'est la Ligue des Champions, on a quand même cette facilité-là avec la victoire du PSG. Il faut viser la deuxième place. Avec des champions, on est d'accord, vas-y. Je vous arrête. Je voulais vous mettre un stop. Là, mais il y aura quand même de la Coupe d'Europe l'année prochaine au Parc OL. Oui, mais là, on parle de la Coupe d'Europe. Excuse-moi, entre la Coupe. Il n'y a qu'une seule Coupe d'Europe, c'est la Ligue des Champions. Oh là là, comment il est, lui. Mais oui, il faut dire la vérité. Oh là là. Il faut dire la vérité. Non, mais vous avez raison, il faut être ambitieux. Mais si jamais, on est reversé, voilà, on aurait été content de jouer la Coupe. Mais là, quand tu es au final, tu es deuxième, et tu vois justement ce que sont capables de réaliser les joueurs. Comme ils l'ont fait à Toulouse, tu es obligé d'être exigeant et de te dire que franchement, voilà, il faut viser cette deuxième place. Il ne faut rien lâcher jusqu'au bout. Allez, on a un tweet de la Casette qui va arriver, vous allez voir. Ah, les potes, voilà. Tolisso, la Casette, Umtiti, et Ferry, voilà, c'est les potes. Belle victoire mentale, bravo à toute l'équipe. Voilà, super, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il a dit aussi la Casette a été décisif lors de ses 8 derniers matchs de L1. 8 buts, 2 passes, son record dans l'élite. Voilà. Non, mais on en parle émission après émission, mais force est de constater l'expression chère à Razik, que là, il est vraiment influent sur le jeu, il est décisif, et on aurait aimé le voir, encore une fois, je vais remettre une petite pique, comme ça toute la saison, mais là, dans le Money Time, vraiment, il nous fait du bien. 12e but depuis janvier pour la Casette. C'est énorme. Il est libéré, ça y est, il est en roue libre. Alors certes, un attaquant doit marquer, mais d'enchaîner comme ça et d'être aussi performant, surtout que l'OL a besoin de buts, l'OL a besoin de points, chapeau. Libéré, délivré. On va pas chanter la chanson, mais voilà. Allez, on a une déclaration de Jean. Non, ça, on l'a déjà passé, celle-là, la déclaration de Jordan Ferry. Oui, effectivement. Vous m'avez feinté en régie, c'est bien ça. Alors, on a une stat sur les buts. Lui, on a marqué 3 buts sur ses 3 tirs cadrés dans cette rencontre face à Toulouse. 100% d'efficacité. Sauf que si on divise depuis 2005, parce que ça faisait quand même 11 ans qu'on ne gagnait pas. Il fallait être réaliste, parce qu'on savait très bien qu'il fallait être réaliste, parce que je suis d'accord avec Lionel, il l'a dit tout à l'heure, Toulouse a bien joué, surtout au début, dans les duels, ils étaient présents, ils ont gêné cette équipe de l'Olympique Lyonnais jusqu'au but. Le but, quelque part, on n'était pas surpris de voir Toulouse ouvrir la marque. Après, Lyon a su réagir et a su revenir. Ça a été l'élément déclencheur, je pense, de prendre ce but. Derrière, il y a eu cette rébellion un petit peu de tout le monde. Ça les a réveillés. Ouais, ça les a vraiment... ça a été un sentiment de rébellion de toute l'équipe. On a senti que tout le monde poussait, allait de nouveau de l'avant, allait chercher les ballons aussi, parce qu'on parle de la Casette qui marque, mais moi je trouve que depuis 2-3 mois, il défend énormément. Ouais, alors tout le monde pousse derrière pour défendre, et du coup pour éviter à la Casette de faire ce travail pour rien. Et du coup, il y a beaucoup de ballons qui sont récupérés comme ça dans le camp adverse et qui permettent justement aux joueurs de se projeter. Mais c'est sûr qu'à Toulouse, ça n'a jamais été facile de gagner. Et puis encore plus cette année où ils ont changé, ils sont métamorphosés les joueurs. Depuis l'arrivée de Dupraz, je ne sais pas comment
Duprat. Ouais, puis il était important ce match parce qu'à un moment donné, on a vu le classement, ils étaient juste sauvés, donc ces 3 points pour eux étaient aussi primordiaux. Ça fait plaisir. Hein. Enfin, moi, je suis super content. J'ai passé un week-end, mais de folie furieuse. Ah, là, je suis content, vous ne pouvez pas savoir. Donc, on a une déclaration de Bruno Genesio. Bruno Genesio qui, quand même, donc, nous dit « Le changement de système a fonctionné, j'ai tenté des choses, mais ce sont les joueurs qui ont fait le travail. Alex Lacazette était esselé. Je me doutais que c'était par les côtés qu'on pouvait passer. On revient après avoir été mené. Ce sont de très bons signaux. Ouais. Bon, de l'humilité, de l'efficacité. Le changement, c'est vrai qu'il a été décisif. Hein. Franchement, le coaching gagnant. Coaching gagnant. Ouais, mais il fallait le faire. Il y a plein de coachs qui ne l'auraient pas fait. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Parce qu'il sort quand même Valbuena et Guézal. Hein, quand tu fais rentrer Clément et Nabil, tu changes de système, tu retrouves le losange. Tu vois que ce losange, il est efficace et que les Lyonnais le maîtrisent parfaitement bien. Encore une fois, voilà, il fallait faire ce changement, que ce soit au niveau de la compo, on parlait par rapport à Sergi Darder et par rapport à Jordan Ferry, par rapport au changement de système, etc. Mais franchement, honnêtement, bravo Bruno Genesio, il a été jusqu'au bout de ce qu'il pensait et c'est s'avéré efficace. Ce qui va être bien, c'est que maintenant on va avoir de la diversité. C'est-à-dire qu'on aura des certitudes en 4-3-3, on a des certitudes avec ce losange, et du coup, en fonction, comme il a fait là pour ce match-là, en fonction de la physionomie du match et de l'adversaire, à ce moment-là, il pourra alterner entre ce schéma-là ou un autre en fonction de Nabil Fekir, Grenier. Pourquoi, Nico ? Parce que les joueurs jouent le jeu. Après, oui, c'est le système de jeu, c'est l'animation. Si les joueurs ne jouent pas le jeu, tu n'as pas de système, on va dire que c'est la faute du système. Si tu vois que tes joueurs ils sont perdus, ils font pas les efforts, justement, on parlait par rapport à Alex Lacazette, ils font pas les efforts défensifs. Bien sûr, c'est l'état d'esprit. Ça contribue, l'état d'esprit. Le mental. La volonté. Ils ont pris conscience et à côté aussi, il y a une belle image d'ailleurs, je ne sais pas si on la... on la voit l'image d'ailleurs, on la voit à la gauche de votre écran ou à la droite, on voit cette image d'Alex Lacazette avec Bruno Genesio, cet état d'esprit justement. On sent que les joueurs, ils sont prêts à tout donner pour le coach, à tout donner pour les uns, ils jouent les uns pour les autres, etc. L'état d'esprit a réellement changé et on le voit sur le terrain. Ah ouais. Ça, je me rappelle de ce qu'on disait quand Genesio est arrivé. Ouais. Et c'était légitime, il le dit d'ailleurs. Non, mais très bien. Mais moi, je me rappelle. Parce que même lui, comme il dit, il ne faut pas faire le malin dans ce métier. Ça peut vite tourner dans un sens comme dans un autre. N'oubliez pas la première année. N'oubliez pas la première année d'Hubert Fournier. Oui, c'est vrai. Mais vous avez entendu ce qu'il a dit sur une chaîne concurrente, qui n'en est pas une puisque c'est Canal. Il a dit, on fait un drôle de métier quand même. Il l'a dit. Il en est conscient quand même. Bon, allez, on a fait le tour. Il y a peut-être un tweet. C'est un tweet assassin, on va dire. Hein. C'est quand même fou. À Lyon, il ne se passe que quelque chose que quand Valbuena n'est pas sur le terrain. Ouais, mais un tweet assassin, mais un peu réaliste. Mais c'est un vrai constat. C'est dur. C'est vrai que c'est dur, parce que c'est dur pour le joueur et peut-être sûrement pour l'homme. On n'est pas là pour tirer sur l'ambulance, comme on dit. Mais bon, il y a quand même des balles qui partent. Mais quand tu vois... il rate sur l'anti-jeu, il n'est pas fait pour le jeu de l'OL. Malheureusement, et il sort. Il a du mal à s'adapter. Il sort et l'OL joue mieux et l'OL gagne à la fin. Donc voilà, pour un joueur qui prétend vouloir jouer l'Euro, c'est tout. Voilà. Ouais. Joker là-dessus. Moi aussi, hein. Moi, j'aime pas quand on flingue un joueur, mais bon, après, il se flingue tout seul. Moi non plus. Ouais, mais c'est vrai qu'il a du mal à s'adapter. Ouais. Il a quand même mis un petit coup franc sur la barre qui a permis aux Lyonnais d'égaliser. Donc voilà, il faut pas oublier. Faut pas oublier, mais je partage cet avis. Je trouve que il ralentit le jeu et il permet souvent aux équipes adverses de se replacer. Et voilà. Après, on le savait aussi quand on l'a engagé. Hein, c'est ses qualités. C'est ses qualités de dribbleur. De garder le ballon. Justement, on n'a jamais dit qu'il était nul. Hein. Non, mais c'est important. C'est pour reprendre Michel. On n'a jamais dit qu'il était nul. On a dit simplement, effectivement, comme toi Lionel, c'est qu'il ne correspond pas au jeu de l'OL en fait. Et donc, c'est une erreur de recrutement. Tout à fait. Tout simplement. Bon, allez. Qui l'a remplacé ? Valbuena, c'est Grenier. Hein voilà, on arrive sur Grenier. Clément Grenier. Il rentre. Un peu, comme ça, il se dit, je vais peut-être pas jouer l'année prochaine. Puisque c'est comme ça, je pose le ballon, je tire le coup franc et je marque un but à Alban Lafont, qui a quand même... Est-ce qu'on peut parler d'une passe décisive ? Il a été trompé du gardien. La trajectoire du ballon, on va dire. C'est une passe décisive du gardien. Moi, j'avoue que quand il y avait Juni à l'époque à l'entraînement, les ballons faisaient un peu la même trajectoire. Donc, je ne vais pas me moquer trop longtemps du jeune Toulousain, parce que c'est pas évident. Mais oui, c'est vrai que pour le coup, il est un peu fautif, très fautif même. En revanche, Clément Grenier, mental. Revanchard, orgueilleux, et c'est plutôt bien. On sait qu'on a besoin de ça quand on est sportif de haut niveau. On marche un peu à ce rythme-là, mais il a été piqué dans la semaine par le président qui voulait le mettre sur la liste des transferts. Lui, il n'en avait pas discuté avec le président, donc forcément, il a rongé son frein, il est rentré, il a mis tout le monde d'accord, il a marqué. Et le président a fait des excuses, et c'est très rare, donc il faut le souligner. Allez, on a la déclaration de Jean-Michel Aulas.
J'ai mal exprimé les choses. Je m'en excuse auprès de Clément Grenier. La réponse de Clément est magnifique. Il fera comme il l'entend. Il sera le bienvenu ici. Clément a démontré qu'il était un grand joueur. Il a du plomb dans la tête. Ouais, c'est un peu lâché, Jean-Michel. Il répondait à Jean-Michel Aulas, pardon. Il répondait face à des étudiants. Il était invité à HEC, ouais. HEC. Ouais. Et puis il y a un étudiant qui lui a posé la question. Et voilà, il s'est un peu lâché. Ouais, puis il était un peu chaud. Il venait devant de la CJ de 530 parts. Bah, il était, ouais, c'est la fête. Voilà. Il avait une soirée en plus. Oui, c'était vu avec Jérôme Sédou le soir. Oui. Il est resté sur Paris. Donc bref. Voilà, on peut savoir. Il était comme vous aujourd'hui. Mais bien sûr. Donc il s'est un peu lâché. Mais oui. Et le lendemain, on l'a croisé Jean-Michel Aulas justement, et il a confirmé ses propos en fait en disant oui, mais c'est pas bien grave. J'ai répondu à des questions d'étudiants. Les étudiants ils sont spontanés, il faut bien leur répondre. J'allais pas leur mentir. Ouais. Et puis pour faire machine arrière après. Alors est-ce que c'était pour piquer pour le coup, ça fait Clément partie de la vie d'un Grenier club, malgré tout. On sait très bien que C'est Clément. du coaching en fait. Ouais, est-ce que c'est du coaching? Ça peut l'être, parce que le président ne fait jamais les choses par hasard, Ouais. en effet. On est d'accord. Mais c'est vrai que Clément Grenier, pour le coup, il a un très gros salaire pour un joueur de CFA. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, en ce moment, il joue plus en CFA qu'avec les pros. Donc ça devient un problème pour le coach et Pour les finances. Oui, pour c'est les vrai. finances du club. Après, moi, j'aime beaucoup Clément, il a un bon état d'esprit. C'est un super mec. Pour l'avoir rencontré, voilà, il a des valeurs Il est venu à l'émission qu'on partage, après vous aussi. en effet. Donc, mais ça m'étonne pas qu'il ait été piqué. Il a répondu de la meilleure des manières sur le terrain. Ouais, c'était fort ça, hein, quand il est rentré, vraiment, paf, poser le ballon, tranquille. Il a Il avait pris son Fekir temps. à côté. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parlait de Bruno Genesio, c'est que Bruno Genesio, il a senti ça justement. S'il a fait ce choix de faire rentrer Clément Grenier, c'est qu'il a senti que Clément était tellement piqué, avait tellement envie, la rage de vaincre, donc du coaching, d'envie de ouais, revenir. Donc c'est pour ça que je rejoins Lionel. Je pense que ça fait partie c'est du coaching. Allez, on a une déclaration donc de Bruno Genesio. Personne ne lâche, le groupe vit bien et tout le monde joue le jeu. Il faut avoir de la qualité pour faire ce que les joueurs ont fait. Il y a aussi une grande part de mental. Ce n'est pas donné à toutes les équipes. Ouais, Il y a beaucoup de mieux là, dans le niveau mental dans cette équipe. Au mois de décembre, on les avait sentis vraiment lâchés complètement. Et voilà, ils sont refait la cerise, comme on dit. Ils ont travaillé, ils se sont réfugiés dans le travail. Je pense que Bruno a aussi apporté une certaine atmosphère. Et c'est important. La joie dans le travail, c'est ce qui permet d'avancer et de progresser. Et puis voilà, ça porte ses fruits aujourd'hui. Ouais, on le voit notamment avec un joueur comme Mapou. Vous avez vu Mapou? Voilà, il est transfiguré. Mapou, c'est Il est redevenu Mapou. Il est redevenu Mapou. Voilà, alors que justement, il avait peur. Il enchaîne les très grandes performances. Lorsqu'on regardait Mapou, on se disait qu'on avait le ballon, on se disait oh là là, catastrophique, comment il va faire? Est-ce qu'il va Il m'a perdre un le peu ballon? énervé là sur le but quand même, parce Ouais, qu'il se fait prendre de vitesse, c'est vrai. il se fait surprendre. Mauvais alignement. Ouais, mais bon. Non, mais ça arrive, bien sûr. Non, c'est sûr que. Avant, ça arrivait tout le temps. Voilà, une erreur par match, alors avant c'était 50. Ouais. Bon. Non, c'est vrai. autant. C'est vrai que là, on a des morts de faim. Alors, quelquefois, il y a des équipes de morts de faim qui lâchent rien, mais qui ont les pieds carrés. Nous, ce sont des morts de faim, ils lâchent rien, et en plus, ils sont super techniques. Non, mais on retrouve l'état d'esprit qu'ils avaient l'année dernière. Là, franchement, on aurait Avec pu. de la fraîcheur, avec. On faisait toute une saison comme ça. Mais là, comme ça, on était aussi dans les 80 points avec le PSG. Hein. Enfin, on sent que là, la dynamique, elle est belle, que voilà, ils sont moins calculateurs qu'en début de saison. Ah, puis je trouve qu'il y a des matchs qui vous soudent encore plus une équipe quand Cornet il se fait expulser contre Nice. Il y a 2-3 joueurs qui viennent, qui le prennent voilà, par le cou. Il y a des petits mots qui se passent, des petites images comme ça qui pour moi, me marquent et me touchent aussi, de me dire tiens, ils sont soudés, ça arrive très tôt dans la partie, ils sont allés lui dire un petit mot que c'était pas grave, que c'est un jeune, il s'est un peu engagé, mais en gros, c'est t'inquiète, on va faire le boulot, on va se battre pour toi. Et à la fin, c'est ce qui est arrivé. Ils se sont tous arrachés vraiment pour montrer à leurs coéquipiers que s'il avait fait une faute d'enthousiasme par rapport à son engagement dans cette partie, ils étaient là, ils lui en voulaient pas et du coup ils sont allés arracher le nul. Vous avez vu? Ah, et en c'est plus, venu de quelqu'un. Non, mais en fait, Vu quelqu'un qui fait un sport individuel quand même. Je suis en train de me poser des questions. Mais moi, je pense l'année que prochaine, on va pas remplacer Lionel Roux, on va remplacer Nicolas Puma par Lionel Roux. Je rigole, Nicolas, je rigole. Ah, mais quand même, alors c'est le mercato, si hein, c'est le mercato. le tennisman n'est pas un peu schizophrène, il devait être plusieurs lui quand il jouait. On est tous un peu une âme de footeux, les tennisman. Et puis il y a quand même du partage en équipe de France, Coupe Davis, même quand on est jeune, tous les matchs par équipe, tout ça. Donc même si c'est un sport individuel, on reste très soudés. Ok, donc on va passer maintenant au tennis, hein, puisque vous avez vu, on fait des transitions en ce moment, c'est du surf. C'est fou. Allez, vous avez votre stagiaire? Ouais, je sais pas s'il joue au tennis, mon stagiaire. Fou, il a joué, mais il y a longtemps, Ouais. avec des raquettes, mais le problème c'est qu'il marchait avec. En tout cas, il habite toujours du côté de Villeurbanne. Toujours. Donc c'est un sacré personnage. D'ailleurs, il faudrait peut-être l'inviter au Grand Prix de Lionel. Ah bah, bien sûr, à Villeurbanne, oui. Voilà. Bien sûr. Non, mais voilà, donc, ouais, exactement. C'est Lulu de Villeurbanne, qui dresse le portrait de notre invité. Lionel Roux, c'est qui? C'est quoi, bonté? C'est un gosse qui est né ailleurs, le 12 avril 1973. C'est un tennisman, attention, c'est un gosse, attention, il joue au tennis, tu vois. Et donc il a gagné, alors attends, qu'est-ce qui est marqué sur Internet? J'ai regardé, il a gagné 6 fois à Roland Garros, il a gagné 5 fois à Wimbledon. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Quoi,
Non, mais attends, c'est Björn Borg, ça. Ah merde. Ben non, alors non. Alors oui, mais oui, c'est pour ça que je m'ai trompé, parce que lui non plus, Borg, il n'avait pas gagné non plus Flushing Meadows et l'Open d'Australie. Ah oui, d'accord. Voilà, pareil, il a fait comme Björn Borg, hein. Il a tout fait, il a tout pas gagné comme Björn Borg, les Open d'Australie, Flushing Meadows. Voilà. Bon, ben j'ai envie de dire, c'est un gosse qui s'occupe maintenant de créer le tournoi de tennis de Lyon, un tournoi TP, formidable, hein, TP. Alors moi, je voudrais remercier tous les gosses qui m'ont offert le bonnet de TLM, sauf que c'est des disques ils ont mis à l'envers, ils n'ont pas mis TLM à l'endroit. Ah oui, la vache. Bon, eh ben, j'ai envie de dire à Lionel Roux, hein, bienvenue dans Tant qu'il y aura des guns. Bon thé, bonne stognole, mon Dieu. Bon Dieu, ils n'ont pas de santé, ces jeunes. Bon, allez, bienvenue. Oh, au gamin. Ouais. Alors bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Faites comme moi, faites semblant et puis buvez de l'eau. En fait. Lui ne veut pas venir voir les matchs, il veut aller au village, c'est ça? Ben ouais, c'est toujours ça le problème. Je l'inviterai. Ah, c'est gentil. Bon alors, si on en parlait de ce tournoi, il a lieu où et quand? Alors, il a lieu sur la commune de Villeurbanne, au Tennis Club de Lyon, qui est un club historique de la région. Et j'avais envie de me différencier un petit peu de ce qui s'était passé pendant 25 ans au Grand Prix de tennis de Lyon à Gerland. Et du coup, d'amener ce tournoi sur terre battue pour qu'on ait un petit peu, nous, Lyonnais, notre Roland-Garros à nous. Et du coup, voilà, j'ai été très bien accueilli par les dirigeants du tennis club, parce qu'il fallait vraiment s'appuyer sur ces structures, parce qu'il faut des cours, il faut un village, il faut tout ce qui va autour. Et puis derrière, on a monté ça depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, avec une équipe derrière moi, parce qu'il y a du job, il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc ça va être un 75 000 $. C'est un tournoi donc international qui va regrouper des joueurs qui sont entre la 50e place mondiale et la 200e place. Donc c'est un tournoi quand même de haut niveau, où on pourra voir des anciens, hein, puisqu'on a la chance d'avoir Julien Beneteau, qui est un joueur quand même capé en Coupe Davis. De la région. De la région, de Bourg-en-Bresse, qui a été à peu près 25e mondial. Et puis des jeunes générations aussi, qu'un jeune directeur, allez, je me lance comme moi, a envie de lancer aussi dans l'aventure. Donc le nouveau Nadal, le nouveau Djokovic peut-être. Voilà, ce sont des tournois par lesquels ces joueurs sont passés. Moi, j'ai en mémoire justement, il y a un peu longtemps maintenant, mais j'avais joué sur un tournoi comme ça, de cette catégorie, un jeune Federer au premier tour d'un tournoi comme ça. On se demandait qui c'était, et puis j'avais perdu d'ailleurs, pour la petite histoire. J'avais pris ma revanche en double le soir, mais voilà, ce sont des tournois par lesquels passent les Nadal, les Djoko et les Federer. Donc ça peut être aussi la rampe de lancement des jeunes générations. Donc à moi aussi, en tant que directeur, de pouvoir un petit peu imaginer sur quel joueur je peux miser. J'ai pas mal d'agents, d'équipementiers aussi qui me sollicitent pour me dire voilà, tiens, ce jeune, ça serait peut-être intéressant de l'aider. Donc voilà, c'est aussi un pari qu'on fait sur l'avenir. Mais j'aime bien ce format de tournoi où on peut aller voir des joueurs que vous avez tous vus à la télévision, et puis d'autres qui arrivent comme ça et qu'on peut aider, et qu'on aide à se lancer sur le grand circuit. Non, c'est parfait, c'est le tennis club de Lyon, donc c'est le club d'Henri Cochet. Hein, Exactement. Club historique, quand même. du 6 au 12 juin. Donc, voilà. Donc il a fallu bosser, on est allé chercher, parce que tout tournoi demande un modèle économique aussi, donc il faut aller chercher des partenaires, des sponsors. La ville, la métropole, la région aussi sont là et nous accompagnent. Et puis on a la chance d'avoir un naming, on a la chance d'avoir et ça portera le nom Soprasteria, l'Open Soprasteria de Lyon, qui s'est lancé dans cette grande aventure avec nous, et on espère petit à petit monter en gamme et retrouver cette ambiance qu'il pouvait y avoir au Grand Prix de tennis de Lyon, cher à Gilles Moreton. Donc on essaye d'avancer comme ça et de pérenniser cet événement sur la région. Et puis Lyon, le tennis, c'est quand même quelque chose d'assez important, puisqu'il y a des raquettes lyonnaises qui gagnent pas mal de tournois. Et puis il y a une jeune joueuse en ce moment, Caroline Garcia, qui a gagné donc, le double décisif en Fed Cup, qui est l'équivalent de la Coupe Davis chez les femmes. Elles sont en finale, donc voilà,
je suis Caroline et ce qu'elle fait bien sûr en tant que Gaune. C'est toujours intéressant de l'avoir évolué. Et on espère aussi découvrir de jeunes talents lyonnais sur cette semaine à Lyon. Et puis c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est aussi le public lyonnais est un public de passionnés parce que il y a eu le Grand Prix de tennis, mais il y a eu la Coupe Davis en 91. Ouais. J'ai eu la chance aussi de revivre une Coupe Davis en tant qu'entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis en 2010 contre l'Argentine, toujours au Palais des Sports de Gerland avec des ambiances assez incroyables. Et puis bien sûr, moi je l'ai joué aussi le Grand Prix, donc avec ce public lyonnais, ce public très chauvin derrière. Et j'ai en mémoire, et je peux même en avoir encore des frissons de temps en temps, vivre des soirées, parce que les matchs étaient tard le soir, avec un public qui poussait derrière. Et j'en ai donc de super souvenirs. Et c'est pour ça aussi que j'avais à cœur de relancer un petit peu cet événement sur la région lyonnaise. Et le village, ça va être comme à l'époque. Moi, je me rappelle de 3 soirées avec Noah et Forget. Après, on ne se rappelait plus qui on était. Hein. Ouais, non. Moi, je l'ai vécu en tant que joueur où je passais. Après, je l'ai vécu en tant qu'entraîneur, puisque j'ai entraîné Michael Laudra, qui avait fait finale de la dernière édition. Donc, je restais un peu plus souvent au village. Après, en tant que consultant aussi, parce que je l'ai commenté sur les antennes donc de Canal+. Et l'idée, c'est bien sûr de créer un vrai grand village avec justement des moments festifs. On sait que les Lyonnais sont friands de venir passer un petit peu du temps, réseauter, boire quelques canons, des bons canons. Puis moi, amateur de vin, j'ai envie aussi de faire découvrir ma deuxième modération. Avec modération, bien sûr. Donc, non, il y aura, comme d'habitude, il y aura un beau village. Il y aura un beau village et de qualité. Il y aura un vrai réceptif aussi, à côté du tennis, qui reste quand même le centre de... Surtout que c'est le tennis, quand même. Surtout que c'est gratuit la semaine, sauf le vendredi, samedi, dimanche. Oui, alors j'avais à cœur que ça soit gratuit, c'est vrai, toute la semaine. Alors ça ne peut pas se faire vendredi, samedi, dimanche, parce que ça joue finalement que sur un cours, au niveau des quarts, demi et finales. Mais bon, c'est anecdotique, puisque la place sera à 5 € pour les quarts, les demi et finales. Donc, c'est pas trop cher, puis ça sera reversé à une association qui me tient à cœur. Et on a décidé ça ce matin. C'est pour Jérôme Golmar, un gars de ma génération qui est atteint de la maladie de Charcot et qui se bat tous les jours contre cette maladie. Donc, par rapport aux 5 € qu'on a mis en place et qu'on a été un petit peu obligé aussi par rapport à ce flux, on a décidé de reverser pour l'association de Jérôme, qu'on aide, tous les anciens joueurs de tennis l'aident un petit peu à leur manière tout le temps. Ok, donc c'est du 6 au 12 inclus. Il va y avoir des petits reportages sur TLM en fin d'après-midi, début de soirée. Et la retransmission en direct le dimanche 12 de la finale. Ouais, tout à fait belle la vie. Ça, c'est... Allez, on va passer aux questions du public. Questions du public. On a Mélissa. Mélissa, tu peux nous rejoindre, Mélissa ? On peut l'applaudir, Mélissa. Alors, Mélissa, de quoi vas-tu nous parler ? Moi, c'était par rapport au match de samedi dernier, l'OL et le PSG féminin. Dimanche, alors. Oui, excusez-moi, dimanche. C'est pas grave, on t'en veut pas. Et en fait, c'était pour savoir ce que vous pensiez par rapport au fait qu'il y ait eu autant de spectateurs. Et c'est du jamais vu au Parc OL, à Dessines. Ouais, effectivement, victoire 7-0. C'était la demi-finale. Un essai transformé. Aller face au Paris Saint-Germain, victoire 7-0. Nicolas Pudebois était présent, donc on va laisser la parole à Nicolas, parce que maintenant c'est devenu un fervent supporter de l'OL féminin. L'engouement, c'est parce que les filles sont beaucoup plus abordables, on voit du spectacle, on voit des buts. En plus, là, c'était une demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est aussi des matchs très intéressants. Elles sont quasiment qualifiées, d'ailleurs. Et puis, il y a moins d'agressivité que dans le football masculin. Donc, je pense que c'est ça qui draine un nouveau public avec des enfants. Et puis ça plaît vraiment à tout le monde. Puis ça gagne, surtout. Puis ça gagne, voilà. C'est vrai. Ça gagne des titres. À mon avis, ça ne gagnerait pas. Il y aurait moins de monde. Mais là, comme ça gagne et que ça joue bien, donc forcément, c'est parfait. Elles sont sympas, ces joueuses. C'est le top de l'or. Quand elles viennent au théâtre, elles sont super sympas. Voilà, elles sont performantes, elles gagnent, et en même temps, elles sont sympas. Ouais. C'est ce qu'on ne retrouve plus parfois, au niveau des... oui, parce qu'avec le foot business, etc., c'est compliqué, les joueurs sont plus inaccessibles, etc. Et là, ils sont tellement sur la défensive. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes comme... C'est quoi ton prénom, Mélissa, c'est ça ? Et ben voilà, elles rêvent, elles voient les joueuses comme ça, et elles se disent, pourquoi pas, moi, un jour plus tard, porter les couleurs de l'Olympique lyonnais. Voilà. Merci. Allez, on revient au tennis avec Pierre. Pierre, s'il te plaît, tu peux nous rejoindre.
Ah, t'as une question, Pierre. Bonjour, Pierre. Pierre, il est un peu plus ancien, c'est pour ça qu'on vous applaudit pas. Ouais, mais... Moi, je prends de la grosse tête, merci. Non, moi, c'était vraiment une question pour l'invité, parce que c'est quand même un peu le thème du jour. Donc, bonjour, tu joues au tennis, sur bonjour. Ouais, un petit peu, ça fait. Pas si j'ai pas. On a eu l'occasion de se croiser, je crois. Non, savoir si la date a été un choix d'être après Roland-Garros, et si éventuellement ça peut avoir un impact, quel type d'impact d'être après Roland-Garros, juste après, et pas si loin de Wimbledon, en fait, voilà, qui sont quand même deux surfaces différentes. Alors, j'ai tout compris. oui, alors ça a été un choix. C'est vrai que l'ATP sur le calendrier Challenger ouvre quelques dates, mais il n'y avait pas beaucoup de dates. Il y en avait une en juillet, une en septembre, et puis celle-ci juste derrière Roland-Garros. Et je trouvais ça intéressant donc d'amener le tennis à Lyon sur terre battue déjà. Au niveau économique, les entreprises aiment aussi activer au mois de juin pas mal de choses, contrairement au mois de juillet où c'est plus difficile même d'aller chercher du public. Alors c'est vrai qu'il y a la saison sur gazon qui est derrière, mais il y a aussi une population de joueurs qui aiment rester sur terre battue et des joueurs qui peuvent perdre en première semaine de Roland-Garros et que ça peut intéresser de venir récupérer quelques points derrière à Lyon. Puis on n'est pas loin, voilà, un petit coup de TGV et on est sur place dans des conditions un peu similaires que Roland-Garros. Voilà, on va être sur un mini stade de 1500 places où les gens vont être assez proches du jeu. On va jouer avec les mêmes balles que Roland-Garros. Puis autrement, l'autre date au mois de septembre, c'était pour avoir un tournoi sur dur. Donc c'était moins intéressant. Donc voilà, il y avait plein de synergies qui pouvaient se créer autour de cette date. Voilà, on active plein de choses justement pour pouvoir faire venir des joueurs et pour que cette date soit un repère intéressant pour les meilleurs joueurs maintenant. Là, on peut pas. Hein. Là, c'est répondu. Allez, on a Kevin, notre consultant. Allez, on peut applaudir Kevin. Bonjour Lionel, je voulais savoir, hormis Julien Benneteau, est-ce qu'il y aura d'autres personnalités qui ont eu une bonne carrière dans le tennis ? Alors c'est une très bonne question, j'y travaille. J'étais au tournoi de Marseille en début d'année, j'étais à Monaco aussi pour aller, entre guillemets, draguer quelques joueurs, leur expliquer ce qu'on essayait de reconstruire sur Lyon. Mais aujourd'hui, c'est pas facile parce que c'est devenu un sport très très professionnel et il y a tous les agents qui sont autour et même lorsqu'on va essayer de côtoyer par affinité, par amitié des joueurs qu'on avait l'habitude de croiser, et notamment moi en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, il y a toujours cette barrière économique qui fait que pour avoir un joueur, même dans un tournoi Challenger, il faut sortir une petite bourse pour les avoir. Et puis après, voilà, il y a le côté aussi d'aller chercher des jeunes. C'est aussi ce que j'ai envie de faire. Mais aujourd'hui, non. À part Julien, je peux pas sortir comme ça de nom. J'attends quelques joueurs étrangers, bien sûr, qui je sais, voilà, qui jouent très très bien sur terre battue et qui vont venir. Maintenant, le calendrier, c'est 3 semaines avant le tournoi. Il y a une inscription qui est faite au sein de l'ATP, donc je serai fixé sur les joueurs qui vont participer au tournoi. Et après, voilà, en tant que directeur, j'ai quelques invitations que je vais pouvoir distribuer. Voilà, mais malheureusement, il y a certains joueurs que j'avais pistés qui ont très bien joué ces 2-3 dernières semaines et qui du coup vont rentrer dans les 50 et qui vont être même un peu mieux et du coup ne pourront pas venir. Donc je ne suis pas en train de souhaiter que certains joueurs perdent pour pouvoir venir au tournoi. Mais quand même, mais ça fait partie. Mais ça fait un petit peu partie. On peut leur jeter un peu les corps. Voilà, pour qu'ils viennent à Lyon. Donc, mais en tout cas, je vais me battre pour avoir des bons joueurs. Mais j'ai envie aussi d'avoir des jeunes joueurs. Voilà, j'ai envie de voir d'autres joueurs. Enfin, pas ceux qu'on voit à la télé tous les jours. Bon. Alors on a fait le tour du tennis, c'est parfait. Maintenant moi, bien, hein. Mais attention. Beaucoup, mais il parle bien. Mais c'est un tennis. Pour une fois, non mais c'est bien parce que on les entend moins les deux là. Mais c'est Jean-Michel Aulas. Voilà, c'est ça. Bon alors maintenant on va écouter quand même Nico. Nico, au niveau des Bleus. Ah mais hier Nicolas Pudebois, il était furibard. Il énervait le Nico. Avec le sujet sur les Bleus, sur l'équipe de France, faut pas le chauffer le Nico Pudebois. Alors coup de gueule de Nico Pudebois. Alors qu'est-ce qui se passe, Nico? Non, rien. En lisant la presse, nationale. Vous savez, vous nous avez les Parisiens qui doivent regarder ailleurs qu'à Lyon, en fait. Non, suite à l'affaire Mamadou Sakho qui est soupçonné,
Il y a la présomption d'innocence, c'est ça? Enfin voilà, de dopage. Qui a été contrôlé positif, voilà exactement, qui a été mis à pied par son club, par Liverpool en fait. Le nom des remplaçants à son poste, on n'entend pas Samuel Umtiti en fait. Et pour moi, c'est du délit de sale gueule, ou en tout cas, on sait que pour une convocation en équipe de France ou pour un grand championnat d'Europe ou une Coupe du Monde, les médias ont leur part de responsabilité. C'est eux qui balancent 2-3 noms, des fois, ils font fuiter des choses et ça permet à certains joueurs d'y être. Là, pour remplacer un défenseur central, ils citent 3 latéraux gauche, alors que Mamadou Sakho en équipe de France n'a jamais joué latéral gauche. Et Umtiti qui joue à Lyon, qui va se qualifier pour la Ligue des Champions certainement, qui fait une grande saison, on n'en entend pas parler. Et ça m'agace un peu parce que pour moi c'est vraiment faire un délit de sale gueule sur Samuel Umtiti et ça me plaît pas du tout. Alors dans le même cas de figure, on a Jean-Michel Aulas qui a... Ah mais lui sa voix porte beaucoup plus que la mienne. Ah oui, d'ailleurs, ce qu'il nous dit Jean-Michel. Écoutez, j'espère pour Didier, pour la France, surtout qu'il regarde les performances de cette équipe lyonnaise, parce qu'il y a Sam qui mérite indéniablement. J'ai vu que Sakho avait quelques soucis. Il a les caractéristiques d'un joueur comme Sakho, c'est-à-dire qu'il peut jouer aussi bien défenseur central gauche qu'arrière gauche. Donc voilà, j'espère qu'on regardera aussi la cohérence et que Didier, dont j'ai pleine confiance, permettra à ces Lyonnais qui peuvent finir deuxième du championnat d'avoir leur chance au même titre que ceux qui se sont exilés, parce que c'est dans la logique des choses, mais aussi dans l'intérêt de l'équipe de France. Non, mais le président a raison de mettre un petit coup de pression, et puis il a la voix qui porte dans le football français, donc c'est plutôt bien qu'il l'ait fait. Bon. Vu que les médias ne nous aident pas. Oui, mais nous on essaye, faut y mettre le Umtiti, bon Dieu. Didier. Là, il était plus énervé hier, c'est bien, parce qu'il était hier, il était oh là là. Ah ouais, oui, c'est calme, mais il est devenu mature. Mais là, on peut pas employer les mêmes mots ici. Oui, je me doute, j'ai fait la traduction. Allez, il nous reste 5 minutes pour parler du gaz. Non, de Gazélec. Oui, le gaz. Gazélec aussi. Hein. C'est le gaz, Elec, c'était le gaz électricité à l'époque. Alors, vous avez joué vous là-bas? Oui, c'est eux qui m'ont reçu avec un pistolet, vous vous souvenez? C'était bien ça. Donc là, ils viennent, c'est ça. Dans le vestiaire, il est rentré dans le vestiaire et il nous a dit maintenant vous baissez le pied. Et puis il a soulevé la veste et il avait le pétard dans le. Ah ouais. Bon, on était en CFA à l'époque. Ouais, mais eux aussi. C'est bien ça. Ça me fait je vois dans le public des regards, les jeunes qui regardent. C'est vrai, là, il avait un pistolet et tout. Oui, il avait un pistolet. Bon, alors voilà, alors on va faire un petit pronostic. Mais là, ceux qui viennent. Donc alors. Le score, à votre avis? Ils sont combien, 17e? Non, mais oui, ils sont combien? Ils sont 17e, je crois. Ils sont loin. Ils sont 17e. Non, on voit bien une victoire lyonnaise. Au Parc OL, on est maître chez nous. On déroule assez facilement. Nos attaquants sont plutôt en forme. Notre défense aussi, 3-0. Oh. Je vous copie, monsieur Verdini. Donc, et vous avez dit? Je dis 3-1, allez. 3-1, 3-0, Lionel? Moi, je vais enchaîner 4. 4. Ça veut dire. Je crois qu'il allait être raisonnable, mais non. Attention, moi je vais dire c'est un score de tennis 6-1. Allez, hop, tant qu'on y est, on y va. Non, parce qu'ils nous avaient quand même bien humiliés au match aller. Ça a été le début de la fin de notre ami Hubert Fournier. Donc, ils nous ont vraiment mis dans la tourmente. Bon, allez, donc on a un tweet de Camille Abili aussi. Camille Abili, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, quel match, 7-0, demi-finale Ligue des Champions, bravo la team, merci aux supporters présents. 20 000 supporters quand même, hein. C'était bien ça. Ouais, mais du coup, oui, hier on a passé un bon moment. Il faisait froid quand même, donc il a fallu se couvrir. Le suspense s'est arrêté au bout de 30 minutes de jeu. Mais non, mais ça reste toujours agréable d'aller passer un dimanche après-midi, voir des buts, voir des filles se régaler. Techniquement, c'est super bien. Après, c'est vrai qu'il manque un peu d'intensité, il manque un peu d'impact physique. Oui. Et puis après, d'enjeu, forcément, ça c'est un peu. Mais là, c'est plutôt la faute du Paris Saint-Germain. C'est la faute du Paris Saint-Germain. C'est ça aussi, parce qu'il y a un journaliste qui a posé la question à Jean-Michel Aulas, elle a un peu agacé quand on lui a dit oui, il n'y a pas d'adversaire, finalement, vous êtes seul en France à être une bonne équipe féminine. Mais c'est pas la faute de l'OL, c'est aussi la faute des autres clubs français. Il y a pas d'adversaires aussi à ce moment-là en Ligue 1 qui ne mettent pas les moyens. Et là, le Paris Saint-Germain, il y a des moyens. Oui. Sauf que là, il y a peut-être une erreur de casting. Il y a des tensions au sein du groupe, au sein du vestiaire parisien. On voit que Farid Benstissi, pareil, il a dit hier, il a dit si c'est moi le problème, je peux partir et puis c'est tout. Voilà, il y a beaucoup de tensions à Paris. Donc je crois que Nasser va pas être content. Nasser va pas être content et surtout qu'il souhaitait que cette équipe du Paris Saint-Germain joue le match retour au Parc des Princes. Là, au Parc des Princes, après avoir pris 7-0, ça va être compliqué. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Ouais. Allez, on a une interview de Camille Abili sur la victoire.
Ouais, après il y a beaucoup de travail derrière, attention, hein, c'est pas si facile que ça, mais c'est vrai que, comme j'avais pu le dire avant le match, je savais que si on marquait assez rapidement, Paris allait se découvrir et ça nous a permis d'avoir beaucoup d'espace. Et avec les attaquants qu'on a, avec des espaces, c'est difficile pour l'équipe adverse. C'était impressionnant, on va avoir du mal à réaliser ce qu'on a été capable de faire cet après-midi, donc faut savourer, et, on a pris beaucoup de plaisir, c'est surtout l'essentiel. Ouais. Et puis notre chouchoute qu'on avait reçu, Ada, qui a marqué 2 buts, qui a fait une passe décisive. Bien sûr. Voilà. Vous avez attendu que je sois pas là pour le recevoir. Justement, là, on n'a pas fait de rubrique, hein, c'était le gaz, parce qu'on parlait du Gazalec, et on fera une autre rubrique si jamais les filles gagnent la Ligue des Champions. Ok, on fera une spéciale. On fera, super. Voilà. Alors maintenant, il reste 20 secondes pour remercier Lionel Roux d'être venu nous rejoindre et vous féliciter encore de prendre vraiment ce tournoi de tennis à Lyon. C'est vraiment courageux de votre part. Et on viendra vous voir. Hein. Ça, c'est plaisir. Vous êtes invité au village aussi. Hein. Alors ça Lionel, je compte sur toi. Voilà. Alors l'abus d'alcool est toujours dangereux. Tant qu'il y aura des gones, nous on sera là. Allez, ciao, à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao. Retrouvez Tant qu'il y aura des gones avec le Garage Fournier, votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% foot, 100% Olympique Lyonnais.